vous aviez des questions, Monsieur Non, Bernard, sur le cadre. C'est tout bon? juste un petit mot pour vous remercier de cet échange et de cette invitation. On avait déjà eu un débat au mois de février avec les représentants des autres candidats. Je dis représentants puisque les têtes de liste encore présentes n'étaient pas venues ou n'avaient pas pu venir à l'époque. Et je tiens aussi à vous remercier pour l'engagement du pacte du pouvoir de vivre dans le débat public. Merci à vous. Donc ce pacte de pouvoir de vivre, il est porté par 58 organisations de la société civile, syndicats, ONG, fédérations, associations, collectifs. Et il a élaboré, il y a déjà plus d'un an, 66 propositions autour de l'idée qu'il est nécessaire et possible de faire autrement. Sur 4 thèmes majeurs. Le premier étant donner à chacun le pouvoir de vivre, remettre l'exigence de justice sociale au cœur de l'économie, rompre avec le court-termisme, partager le pouvoir. Ces thématiques ayant des résonances particulières au regard de la crise que nous sommes et que nous avons traversée. C'est donc dans cet esprit que nous souhaitons dialoguer avec vous aujourd'hui. Pendant 1h30 maximum, nous allons vous demander de répondre à 8 questions qui abordent les différents aspects de la vie des habitants métropolitains. Compte tenu de l'horaire contraint et du nombre de questions, nous vous demanderons d'être à la fois précis et concis. Voilà, je vous propose donc de commencer cette séquence avec une thématique qu'on a nommée « Solidarité, vie quotidienne ». Donc la question numéro 1. Pérenniser des moyens de vivre dignes pour tous, se nourrir, se loger, accéder au numérique. L'État a accordé aux bénéficiaires du RSA et de l'AS une aide de 150 € pour les bénéficiaires du RSA et de l'AS, et de 100 € par enfant pour les locataires des APL. C'est un signe positif, mais cette aide est loin d'être suffisante. De nombreux publics dans le besoin ne la toucheront pas, en particulier les moins de 25 ans qui ne sont pas éligibles au RSA. La métropole a déjà annoncé des mesures significatives. 0 retour à la rue post-confinement, création de 1500 places d'hébergement, un fonds d'urgence pour prendre en charge jusqu'à 100% des loyers ou échéances impayées, du parc social ou du parc privé. L'absence d'accès au numérique pour tous s'est avérée pendant le confinement un manque cruel pour les familles, accentuant les inégalités face aux droits ou à l'éducation. Pour assurer un accès digne pour tous à l'alimentation, au logement, hébergement, au numérique. Donc, dans la phase actuelle, êtes-vous d'accord pour que la métropole complète à 250 € l'aide de l'État, l'étende aux populations pauvres qui en sont exclues et la reconduise jusqu'au retour à la normale des dispositifs de solidarité offerts par les associations? Mais aussi dans la durée, que proposez-vous pour prendre ou pérenniser des mesures permettant que chacun accède à un logement digne, à une alimentation équilibrée et puisse avoir un accès facile au numérique? Par exemple, en équipant les logements collectifs sociaux, les foyers et lieux d'hébergement d'urgence de connexion Wi-Fi accessible. Merci d'avance pour votre réponse. Alors, je vais avoir un peu de mal à être très concis vu toutes les questions posées dans votre première question. La première remarque que je ferai, c'est que la crise du Covid a aggravé les difficultés les plus précaires et qu'une partie des solutions sont naturellement nationales. Néanmoins, la métropole, par ses compétences sociales, peut intervenir fortement. Alors, je vais commencer par le logement, où nous sommes déjà dans une situation même d'avant-crise difficile, avec un manque de logement, un prix du foncier qui explose et qui fait qu'on est sur une dynamique où bientôt les plus précaires, mais même les classes moyennes, ne pourront plus habiter au centre de la métropole si on continue sur cette trajectoire. Et donc, on a un enjeu fort, déjà sur le logement social, de construire plus de logements sociaux. Au niveau national, le gouvernement fait le choix de faire la poche des bailleurs sociaux et d'affaiblir leur capacité à construire. J'espère qu'ils vont revenir sur ces mauvaises décisions dans le contexte actuel. Nous avons pour objectif d'aller vers la création de 6 000 logements sociaux et en particulier d'assister sur les PLAI pour les plus défavorisés. Pour cela, nous allons notamment faire une politique de contrôle du foncier en achetant les terrains, notamment près des axes de transport en commun forts qu'on va développer, pour pouvoir plus facilement construire des logements sociaux, et également lorsqu'on confie des projets à des promoteurs pour pouvoir contrôler les prix de sortie, c'est-à-dire le prix de vente des logements, pour arrêter la hausse de prix qui fragilise tout le monde, y compris les plus précaires à travers les loyers. Nous ferons aussi l'encadrement des loyers
qui est un des moyens d'arriver à contrôler le prix des loyers, notamment pour les petites surfaces, qui touchent souvent les étudiants et également les personnes les plus défavorisées. Et je regrette d'ailleurs que cet encadrement n'ait pas été mis en place depuis plusieurs années sur l'agglomération. Ça aurait diminué la hausse de prix que nous vivons. Nous mettrons également en place une brigade du logement pour contrôler cet encadrement des loyers, mais également pour repérer et lutter contre les logements touristiques, les Airbnb, qui le plus souvent ne respectent pas la réglementation et enlèvent du marché un certain nombre d'appartements. Et puis, cette brigade nous permettra également de repérer les logements insalubres, avec une volonté de contacter les propriétaires pour qu'ils les mettent en conformité ou qu'ils les confient à travers des associations pour les remettre en état et les louer, notamment aux plus précaires. Ça fait partie des logements qu'on peut aller chercher relativement rapidement, puisque naturellement, pour construire du logement social, on est quand même sur des délais beaucoup plus longs. Je souhaite également qu'on mette en place un dispositif de prévention des expulsions qui permettrait que les propriétaires, dès qu'il y a un mois ou deux de loyer impayé, nous contactent pour qu'on mette tout de suite les acteurs associatifs et sociaux en soutien des locataires en difficulté pour prévenir ces expulsions. Et c'est beaucoup plus facile pour nous d'agir, comme pour les associations, au bon moment, plutôt que quand l'arrêté d'expulsion est pris, où il est beaucoup plus difficile après pour ce public de retrouver des solutions. On soutiendra les démarches d'habitat intergénérationnel, d'habitat coopératif, tout ce qui est un peu novateur. On souhaite mettre en place une plateforme pour la mise en relation des personnes. C'est aussi un moyen, sur des grands logements qui ne sont pas occupés, même si ce n'est pas simple, d'offrir une offre rapide de logement en aidant juridiquement les propriétaires, parce que quand on veut accueillir quelqu'un, il y a quand même un bail à faire. S'il y a du service, c'est un contrat de travail. Donc, tout ça nécessite une mise en relation et un travail pour aider. Et puis, sur l'hébergement d'urgence, avec, j'espère, le maire de Lyon, et j'espère que ce sera Grégory Doucet, nous souhaitons que toutes les communes de la métropole prennent leur part pour que personne ne dorme dehors. Et ces dernières années, la ville de Lyon, qui a été aux abonnés absentes, a beaucoup compliqué les choses. Et donc, je compte sur la victoire de Grégory Doucet pour qu'on puisse répartir l'hébergement d'urgence et nous mettrons à disposition les bâtiments inoccupés de la métropole de façon transitoire. Nous allons également travailler avec les hôtels, puisque la crise fait qu'il y a pas mal d'hôtels disponibles qui donnent des solutions aussi pour loger les plus précaires rapidement. Au niveau de l'alimentation, nous souhaitons aller vers une alimentation plus locale et plus saine. La première chose que nous allons faire, c'est travailler avec les 350 exploitations agricoles de la métropole, qui aujourd'hui sont seulement à 7% en bio et surtout exportent 95% des produits qu'ils fabriquent à l'extérieur de la métropole. Et nous voulons aller vers un modèle vertueux. Donc, nous allons travailler avec ces agriculteurs pour leur proposer d'acheter leur production, même qu'ils les fassent, pour les circuits courts, pour les aider à passer en bio et également pour tout ce qui est épicerie solidaire. Nous souhaitons créer des maisons d'alimentation pour les plus précaires, notamment dans les quartiers de priorité de la ville, où il y a déjà des actions qui sont faites. On veut les augmenter fortement pour les plus précaires. Et puis, nous mettrons également des épiceries solidaires sur les campus. Il y en a déjà quelques-unes. Nous souhaitons les généraliser sur l'ensemble des campus. Sur le numérique, nous souhaitons réfléchir, il y a deux volets, comme vous l'avez dit. Il y a le volet de l'accès au Wi-Fi, donc de travailler avec notamment les bailleurs sociaux pour des réseaux disponibles pour tous, mais on souhaite aussi travailler sur une solution autour de numéribus, c'est-à-dire de bus qui se déplaceraient auprès des populations, parce qu'il n'y a pas seulement la connexion qui est un frein au numérique, il y a aussi l'utilisation, notamment avec toutes les démarches administratives aujourd'hui qui doivent être faites sur Internet. Et il y a une population qui n'a pas, notamment la population âgée, les capacités de le faire. Et donc, nous souhaitons travailler avec les communes pour voir quels sont les dispositifs qui pourraient y répondre.
Dans votre question, il y a aussi le RSA jeune. Donc, nous souhaitons que le gouvernement étende le RSA jeune très largement, puisqu'aujourd'hui, il ne profite quasiment à aucun jeune. Cette population a particulièrement souffert pendant le confinement. Les étudiants qui travaillent, pour la moitié d'entre eux, n'ont souvent pas pu avoir leur travail, donc sont en difficulté financière. Et tous ceux qui sont sur la recherche d'emploi, de stage ou de premier emploi sont en difficulté et risquent de ne pas trouver à court terme un emploi vu la crise économique. Et donc, si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, nous expérimenterons RSA Jeunes sur la métropole. Et dans votre question, je crois à peu près avoir fait le tour, mais n'hésitez pas si j'ai oublié un élément. Il y a les 250 €. Oui, il me semble que sur la question de l'aide d'urgence et de l'aide alimentaire, nous n'avons pas bien entendu peut-être votre réaction. Alors, sur le dispositif, la mesure gouvernementale qui non seulement a un niveau pour l'instant qu'on peut qualifier de faible et en plus une régularité qui n'est pas pérenne, nous allons travailler pour ça, mais c'est quand même une responsabilité gouvernementale avant tout. Voilà, donc on va accompagner les choses. On peut, voilà. Je suis ouvert à la discussion, mais pour l'instant, ce n'est pas un point qui est tranché dans nos propositions. Merci beaucoup. On va passer peut-être à la question 2. Je vais laisser la parole à Yanis. Merci Sonia. La question 2 concerne du coup la politique du grand âge. La crise sanitaire a révélé la vulnérabilité des personnes âgées. Beaucoup d'entre elles résidant en EHPAD sont mortes de l'épidémie et souvent dans des conditions de solitude inhumaines. À l'inverse, les personnes âgées résidant chez elles s'en sont en général mieux sorties grâce en particulier à des solidarités de voisinage, palliant la raréfaction des visites de proches. Envisagez-vous que la métropole prenne l'initiative d'une remise à plat du soutien aux personnes âgées et pas des aides à domicile? Cette analyse déboucherait sur un projet de moyen terme associant toutes les parties prenantes autour de quelques objectifs majeurs: ouvrir les EHPAD sur leur environnement, favoriser le maintien à domicile et la vie sociale des seniors, améliorer la rémunération et la qualité de vie au travail des professionnels du grand âge et des aidants proches. Merci. Alors, la question de la dépendance se posait bien avant la crise. On a vu en effet que la situation, notamment dans les EHPAD, a été désastreuse. Il y a eu quand même des initiatives admirables, hein, comme à l'EHPAD de Corba, où le personnel avait pris la décision de se confiner pendant plusieurs semaines avec les personnes âgées pour qu'elles n'aient aucun risque. Et je tiens à saluer leur engagement admirable. Aujourd'hui, notre première priorité, c'est de renforcer l'aide à domicile pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. Nous avons une population qui vieillit. Dans 20 ans, il y aura 2 fois plus de personnes âgées de plus de 85 ans. Et nous aspirons tous et toutes à vieillir dignement dans un environnement sain, plutôt chez nous, à domicile, ou dans des structures intermédiaires plutôt qu'en EHPAD. Et donc, si naturellement, une nouvelle fois, la politique nationale sur la dépendance est essentielle, nous avons un rôle important. Le premier, c'est que nous allons aider à transformer les logements pour qu'ils continuent à être utilisés par les personnes âgées. Je pense notamment à la transformation de salles de bain, des choses aussi simples que de remplacer une baignoire par une douche pour que l'appartement continue à être utilisé. Nous souhaitons créer des lieux de vie intermédiaires entre le domicile traditionnel et l'EHPAD. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'habitat intergénérationnel. Il y a quand même beaucoup d'expériences qui sont faites aujourd'hui, mais toujours à des petites échelles. Il faut aller vers une généralisation sur des lieux de vie avec plus de choses communes et pas simplement compter sur des résidences privées à des coûts prohibitifs pour avoir des solutions intermédiaires entre le logement et l'EHPAD. Il y a aussi un enjeu essentiel de valoriser les métiers de l'aide à domicile pour 2 raisons. D'abord, parce qu'ils ne sont pas suffisamment considérés, et ensuite parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de personnel dans ces branches et dans ce métier dans les années à venir. Et ça passe par une valorisation, également par la création d'une filière de formation spécifique sur la métropole.
Il y a aussi la question de l'aide auprès de ceux qui sont des aidants familiaux, c'est-à-dire qui soutiennent les personnes âgées en famille, et notamment de multiplier les maisons de répit ou les accueils de jour, bien qu'une nouvelle fois, on dépende de la politique de l'ARS à ce sujet. Voilà à peu près sur le sujet notre volonté, qui correspond d'ailleurs à peu près à ce que vous aviez évoqué dans votre question. Merci beaucoup. Je me permets de passer à la question 3, soutien aux associations. Alors que nombre de services publics et de services à la population n'étaient plus accessibles du fait du Covid, les bénévoles et les salariés de beaucoup d'associations se sont employés à maintenir l'accès à l'information et à leurs droits des populations les plus fragiles, à assurer des fonctions d'accueil et d'accompagnement des familles et de leurs enfants, etc. Ces associations, qu'elles soient sociales ou d'éducation populaire, sportive, culturelle ou de protection de leur environnement, sont aujourd'hui grandement fragilisées dans leur fonctionnement. Arrêt de leur activité habituelle, manque de fonds propres, etc. et dans leurs projets. Donc, quelles sont les mesures que vous envisagez pour permettre la reprise de leur activité et le maintien des ressources financières et humaines nécessaires? Quelle que soit leur taille, elles sont aussi des entreprises à but non lucratif et des employeurs. Merci pour votre réponse. Le tissu associatif est essentiel au bien commun et à la vie sur la métropole et dans nos communes. Il a déjà été fragilisé avant la crise, notamment par les problèmes d'emploi jeune, un certain nombre de choses qui ont compliqué les choses, plus une baisse des subventions aux associations depuis quelques années qu'ont dû faire les communes à cause de leur perte de ressources. Voilà, donc on était déjà au départ dans une situation difficile. Et en effet, la crise aggrave leur état. Donc, il y a des associations vraiment très diversifiées dans tout ce que vous avez dit. Pour revenir, par exemple, à l'aide à domicile, la logique, et ce que nous allons faire, c'est de combler les déficits structurels dus à la crise. Quand une association d'aide à domicile a fait moins de prestations que d'habitude, notamment par exemple de ménage qui n'a pas pu être fait, elle a quand même des coûts de structure et il ne serait pas acceptable que ce déficit créé ne soit pas pris en compte par la métropole. Ça fragiliserait encore plus la structure pour les années qui viennent, donc nous allons le faire. Nous allons aussi intervenir dans le domaine culturel, par exemple, en lien avec les mairies. La ville de Lyon, notre programme à Lyon, prévoit un fonds de genre de 4 millions d'euros pour les acteurs culturels. Nous allons voir comment articuler des aides pour accompagner ce secteur qui va être touché plus longtemps que d'autres également l'année prochaine. Et puis, je le dis quand même, des choses ont déjà été faites, et à la métropole et par les communes, pour aider les associations. Ça va dans le bon sens. Et donc après, il va falloir regarder secteur par secteur, association par association, comment on fait pour que les dommages de cette crise soient pris en compte par la métropole. Merci beaucoup pour votre réponse. On va passer à la quatrième question qui concerne l'accompagnement des enfants et des adolescents, des jeunes les plus fragiles et des mineurs isolés. Les acteurs de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que de l'enseignement supérieur, se sont mobilisés et le restent aux côtés des responsables de ces ministères et des collectivités territoriales. Il serait d'abord souhaitable que l'école puisse reprendre pour tous et tous au plus vite. Pour les étudiants, diverses mesures sont annoncées par l'État concernant notamment les bourses, les stages et les jobs d'été. Et si la période de vacances estivales doit rester une période de repos et de loisirs pour tous, elle doit aussi être mise à profit pour accompagner les enfants, les adolescents et les mineurs isolés dans la continuité éducative et l'accompagnement socio-éducatif ont été mis à mal. 4 dispositifs viennent d'être annoncés dans le cadre des vacances apprenantes: école, collège et lycée ouverts, école ouverte buissonnière pour les moins de 17 ans, colonie apprenante, centre de loisirs sans hébergement apprenant. Quelles sont les mesures que vous envisagez pour mettre en place avec les élus et les acteurs locaux ces dispositifs dans les communes de la métropole et permettre ainsi à tous ces jeunes de préparer leur rentrée scolaire ou universitaire dans de bonnes conditions? Qu'envisagez-vous pour assurer la continuité du dispositif d'hébergement et d'accompagnement des mineurs non accompagnés? Alors, sur tous les dispositifs de vacances scolaires, enfin de ce qui se passe cet été pour les jeunes qui ont besoin d'être accompagnés, d'abord, on va s'appuyer sur les mairies, puisqu'il y a beaucoup de choses en termes de centres sociaux qui dépendent de la compétence municipale. Nous, au-delà de ça, votre question est beaucoup plus large, c'est quel accompagnement on fait.
Nous avons quand même eu pendant plusieurs mois des enfants qui n'ont pas été scolarisés. Et il y a un vrai risque que les enfants, les collégiens, puisque c'est surtout ceux-là qui concernent la métropole, qui étaient en difficulté, aient besoin d'un accompagnement fort cet été, mais aussi à la rentrée prochaine. Donc, il s'agit d'abord de recenser les difficultés et de les accompagner en termes scolaires, et peut-être parfois plus en termes sociaux, après la période connue. On peut s'appuyer sur les centres sociaux, je dis, mais aussi sur les MJC, sur les associations de soutien scolaire, d'éducation populaire, pour cette tâche. Il y a également, pour ce public, une volonté de plus long terme, pour les collégiens en tout cas, de trouver des solutions pour ceux qui sont le plus en difficulté dans leur milieu familial. Et je souhaite notamment faire des internats, plusieurs internats sur la métropole liés au collège, pour que ces jeunes qui sont en difficulté au niveau familial puissent être sortis de leur environnement la semaine et comprennent au départ, à la source, je dirais, le risque, plutôt que d'attendre que les situations se dégradent. Toujours dans le même état d'esprit, on souhaite multiplier par 2 le nombre d'éducateurs de rue pour la prévention et la sécurité et couvrir beaucoup mieux le territoire. Actuellement, il y a par exemple que 9 éducateurs de rue pour 150 000 habitants en Birmanie, et forcément, on n'arrive pas suffisamment à faire de la prévention avec les jeunes sur la métropole. Sur les mineurs non accompagnés, nous souhaitons naturellement garantir leur hébergement, qu'ils soient en situation d'entente de décision ou déjà reconnus, et puis travailler à la scolarisation et au parcours éducatif avec l'académie et tous les acteurs dessus. Je tiens quand même à signaler que la situation s'est améliorée sur les mineurs non accompagnés depuis 2-3 ans, puisqu'au démarrage de la métropole, la politique menée n'était pas digne et ne répondait pas à nos obligations, et qu'on est redevenu à une situation un peu plus normale. Voilà sur ces questions-là. Et puis il y a aussi la question de l'aide sociale à l'enfance, où il faut renforcer le dispositif pour les majeurs, puisqu'on a quand même un public qui est à risque, avec beaucoup de personnes qui se retrouvent à la rue. Et c'est aussi une des raisons que le RSA Jeune peut aider à faire le lien. Il y a un trou dans la raquette pour une partie de cette population-là. Merci. Je vous propose de passer à la question 5 sur les mobilités douces et transports collectifs. À l'heure donc où chacun prône la transition écologique et sociale, le vélo prend une place croissante dans les déplacements de proximité. Des efforts sont faits pour sécuriser les voiries, créer des parkings bien répartis sur l'ensemble de l'agglomération, etc. Un nouveau secteur d'activité économique émerge aussi, production, vente, entretien, réparation, notamment des vélos. Quelles sont vos intentions au sujet des mobilités douces de plus en plus prisées? Les 77 km de pistes pour vélos peintes sur la voirie actuelle, dont l'objectif étant qu'elles soient finalisées pour septembre, vont-ils être pérennisés en voirie permanente sécurisée? En tous les cas, que préconisez-vous? Préfigurent-elles des évolutions majeures que vous souhaiteriez apporter aux principaux modes de déplacement? Et les transports collectifs vont-ils être développés sur tout le territoire métropolitain? Alors, je commencerai d'abord par parler des piétons, puisque pour les déplacements courts de 1, 2 km, voire 3 km, ça reste le meilleur moyen de se déplacer, rapide, agréable. Et donc, pour ça, nous allons élargir les trottoirs, multiplier les zones 30, apaiser la circulation, piétonniser des centres de quartier ou des cœurs de ville en lien avec ce que souhaitent les mairies. Et puis, nous voulons également rajouter des bancs, des bornes à eau pour que les plus âgés puissent se reposer dans leur parcours. Et nous allons aussi mettre des panneaux indicateurs de temps pour montrer que la marche à pied est un moyen rapide de se déplacer. Ensuite, sur le vélo, c'est un objectif principal pour nous. Nous souhaitons multiplier par 3 le nombre de déplacements en vélo dans le mandat. Ça passe par la réalisation de 450 km de réseau express vélo, donc de larges bandes cyclables sur toutes les communes de la métropole. Et donc, l'urbanisme transitoire qui a été fait avec plus de 70 km
de pistes cyclables provisoires peut aider à ce réseau-là, mais il peut être fait aussi sur une autre artère en parallèle. Nous allons travailler avec les associations de vélo, notamment pour que ça soit le plus efficient possible. Et sur ce sujet, vu la demande encore plus forte aujourd'hui qu'il y a 6 mois de la population et l'opportunité de mettre beaucoup de monde sur des vélos, nous allons accélérer la mise en place de ce réseau Express Vélo en début de mandat. Sur le vélo, il y a aussi un sujet sur la sécurité du stationnement. On ne peut pas garantir aux gens de retrouver leur vélo et de leur demander de faire du vélo si on ne leur garantit pas qu'ils puissent se stationner de façon sécurisée. Donc, nous avons prévu 10 000 arceaux et également beaucoup de places de vélo en parc relais. Sécurité donc pour se déplacer en vélo et aussi pour stationner. Et nous allons multiplier les points de réparation des vélos pour en avoir au moins un par circonscription métropolitaine et également offrir le gravage de chaque vélo pour créer un registre métropolitain des vélos et travailler avec la police nationale et municipale contre le vol des vélos. Il y a aussi un problème sur les trottinettes électriques et donc nous allons arrêter les trottinettes en libre service telles qu'on les connaît aujourd'hui pour avoir des contrats qui garantissent un stationnement des trottinettes en dehors des trottoirs et qu'on puisse aussi repérer qui utilise les trottinettes pour éviter que ce mode qui peut avoir des points positifs représente un danger comme c'est trop souvent le cas. Sur les transports en commun, nous allons passer le budget du syndicat des transports en commun à 3 milliards. Pour le mandat, c'était 1,1 milliard sous le mandat précédent. Il est regrettable, alors qu'on avait les capacités financières, qu'on n'ait pas pu développer les transports en commun. Ça passe par 20 km de tramway supplémentaires, avec notamment une ligne qui sera périphérique à l'est, entre Saint-Fond, Vénissieux, Bron et Vaux-en-Velin, qui permettra de desservir des zones artisanales, également mieux desservir le campus de Lyon 2. Ça passe par un développement massif des bus et des sites propres, l'augmentation des fréquences, de la vitesse commerciale des bus, et puis ça en passe par des études de métro pour voir lesquelles ou lequel on peut faire dans les 10 ans à venir qui sera le plus utile aux habitants. On va faire aussi le réseau express métropolitain, le RER à la lyonnaise, avec l'aide de la région, nous l'espérons, pour limiter les déplacements en voiture et offrir au plus grand nombre la possibilité de se déplacer autrement. C'est bon pour le climat et c'est aussi bon pour le portefeuille des habitants, puisqu'un déplacement en transport en commun leur permet de faire des économies par rapport à l'utilisation d'une voiture. Nous avons aussi des mesures tarifaires, puisque nous voulons faire la gratuité des transports en commun pour les plus démunis. Nous allons le faire également pour les enfants jusqu'à 10 ans. Et puis, nous allons passer le tarif étudiant, qui est aujourd'hui à 32 € à 20 €. Et dernier point important, nous allons faire une tarification unique entre la SNCF et les TCL pour que sur la métropole, un habitant par exemple de Givors qui prend le train pour venir travailler puis un métro ne paye qu'une fois. C'est une question de justice sociale et territoriale. Voilà à peu près, je vous ai passé les télécabines et les détails de tous les projets prévus de lignes de transport en commun, mais vraiment l'objectif c'est de mettre le paquet sur les transports en commun. Nous avons toujours dit qu'on arrêterait les infrastructures routières inutiles, comme le tronçon ouest du périphérique qui coûterait 5 milliards d'euros, un projet climaticide qui nous empêcherait d'avoir les marges de manœuvre pour les transports en commun. Et c'est vraiment un objectif premier. Et j'espère qu'une nouvelle fois, le gouvernement, qui actuellement est en train de donner des subventions au transport par avion, au secteur automobile, va soutenir les syndicats de transport en commun partout en France, parce que nous sommes victimes aussi de baisse de ressources importantes pour les années à venir et pour garantir un investissement fort qui est indispensable pour la population. Il faut vraiment aussi que le gouvernement se mette sur le sujet. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer au deuxième thème de cette audition qui concerne l'économie et l'emploi, avec une question concernant la conditionnalité des aides aux entreprises. La métropole a créé un fonds d'urgence de 100 millions d'euros pour aider les entreprises locales affectées par la crise sanitaire.
Au-delà de cette aide ponctuelle, la métropole développe des services importants en faveur de la création et de l'implantation d'entreprises, en particulier dans les secteurs de haute technologie, industrie, sciences de la vie, clean tech, numérique. Êtes-vous d'accord pour conditionner l'aide de la métropole aux entreprises, d'une part à un dialogue social aboutissant à la signature d'un protocole d'accord entre partenaires sociaux, recensant toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité des salariés, d'autre part à des exigences précises en matière écologique, sociale et fiscale? Oui, la réponse est simple à votre question. Oui, nous voulons conditionner les aides. L'aide au développement économique, c'est une quarantaine de millions d'euros sur la métropole, un peu plus d'1% du budget. Donc, ce n'est pas des montants non plus faramineux par rapport aux 100 millions d'aides exceptionnelles qu'elle vient de donner. Mais naturellement, l'affluence de la collectivité, elle doit se faire sur des critères sociaux et environnementaux. Mais au-delà de ces aides, ce qu'il faut, c'est définir notre politique d'achat. Parce que notre influence première, c'est à travers nos investissements, puisque nous avons 6 milliards d'investissements prévus dans le mandat, dans la métropole comme au syndicat des transports en commun. Et notre politique d'achat, nous avons à peu près 700 millions d'euros d'achat et de. A priori, nous avons un problème de connexion. Votre image est figée. Enfin, vous avez peut-être un problème de connexion. Ah. Tu peux lui dire par texto, peut-être. Oui. Alors, on essaye de rétablir le contact avec le candidat Bruno Bernard. On va lui envoyer un petit signe par texto, puisque a priori, il doit avoir un problème de connexion. Essayez de connecter. Voilà. Rebonjour. Pour moi, il y a une. Voilà. Votre image était figée, on ne vous entendait plus. Bien, donc je ne sais pas où j'ai été coupé, mais donc je disais qu'à travers un schéma d'achat responsable. Voilà, vous étiez sur les achats, la politique des achats. Voilà, nous avions avantagé, par exemple, les entreprises qui ont mis en place un dispositif pour aller vers l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et ou par exemple qui embauchent des personnels en situation de handicap. Et puis celles qui sont vertueuses en termes d'environnemental. Et donc nous assumons d'avoir un schéma d'achat qui sera travaillé avec les entreprises et les citoyens, qui permettent d'aider l'économie de proximité qui soit vertueuse. Et c'est ça notre premier rôle. Nous sommes le premier acteur de ce territoire en termes d'achat et de commande publique, et de commande tout court. Un exemple, quand on construit un bâtiment aujourd'hui, on va construire par exemple 5 collèges supplémentaires dans le mandat. Actuellement, la métropole impose des matériaux neufs dans ses appels d'offres. L'entreprise n'a pas le choix, donc elle doit trouver des matériaux neufs qui peuvent venir de très loin parfois. Nous allons permettre dans un premier temps d'avoir des matériaux recyclés et d'avantager les entreprises qui nous proposent des matériaux recyclés. Et puis, quand on aura travaillé suffisamment la filière, nous imposerons des matériaux recyclés dans un appel d'offres. C'est ça la volonté d'un schéma d'achat responsable, c'est de changer profondément le territoire. Je ne sais plus dans votre question s'il y avait un autre sujet, du coup, la coupure m'a un peu perturbé. Non, il a répondu. Vous avez globalement répondu aux deux questions qui étaient posées dans cette thématique. Voilà, mais c'est vraiment important. La transition écologique redonne du sens à l'économie. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça peut transformer réellement le territoire vers quelque chose de vertueux, tourné vers les habitants. Et notre rôle, ce n'est pas simplement de vouloir toujours installer des entreprises sans critères. Les emplois créés ne sont pas tous égalitaires. Si vous mettez une entreprise qui va prendre des emplois d'un autre territoire, de Clermont-Ferrand par exemple, pour s'installer à Lyon, ben, le gain, il n'est pas évident pour la collectivité puisqu'on amène du monde en plus sur un territoire où nous sommes déjà nombreux, on crée d'autres problèmes de logement, de services publics, de déplacement. Si par contre, par le travail d'insertion, qui est aussi un des critères qu'on veut mettre en avant dans nos schémas d'achat responsables, donc pour ceux qui font de l'insertion, de l'apprentissage dans leurs entreprises, ce n'est pas du tout pareil quand on fait le dispositif zéro chômeur qui permet à 80 personnes dans le quartier de Saint-Jean en Villeurbanne de travailler en CDI et que ces personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, cet emploi-là, il a une valeur pour la collectivité totalement différente d'autres emplois.
Merci beaucoup. Je vous propose donc d'aborder notre dernière thématique qui est la gouvernance et la démocratie, avec la question 7, évaluation des politiques publiques. Le pacte du pouvoir de vivre pose comme principe général que toute nouvelle loi ou politique publique doit être évaluée en fonction de ses conséquences sur les 10% les plus pauvres et au regard des objectifs de développement durable, notamment l'utilisation d'une énergie décarbonée. Êtes-vous d'accord pour procéder régulièrement avec la participation des parties prenantes et notamment des personnes précaires à une telle évaluation des politiques développées par la métropole? Je vous laisse la parole. Oui, c'est très important d'avoir des indicateurs de nos politiques. Et l'indicateur de nos politiques de la métropole, ou d'ailleurs de façon plus générale, ce n'est pas simplement le PIB ou des choses qui ne parlent pas aux gens. C'est aussi des choses sur la qualité de vie. Vous avez cité l'affluence sur les 10% les plus pauvres, c'est naturellement pertinent. C'est également travailler sur ce qu'on appelle le budget genré, c'est-à-dire savoir si ça profite aux femmes, aux hommes ou à tout le monde. Quand on construit des équipements sportifs, selon le terrain qu'on fait, et si on ne fait pas attention, ça peut profiter beaucoup plus souvent aux hommes qu'aux femmes, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs à créer pour changer les politiques. Parce que si on n'arrive pas à mesurer ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Et donc, tout ça, c'est quand même un chantier qui est important parce que ce n'est pas simple à faire. Et donc, je compte sur votre investissement pour travailler avec nous, pour mettre ces indicateurs en place pour le bien-être de la population. Merci beaucoup pour votre réponse. Et sur la concertation, parce que du coup, il y avait une deuxième partie dans votre question, ça c'est pour évaluer les politiques, mais nous souhaitons innover en termes de concertation avec les habitants sur un territoire où nous sommes 1,4 million, donc où les choses ne sont pas simples. Mais quelques pistes. Nous allons mettre en place une tarification sociale et progressive de l'eau dans le cadre d'une régie publique de l'eau. Je souhaite créer un jury citoyen sur cette thématique pour voir quel est le meilleur dispositif pour arriver à cet objectif de préserver la ressource en eau, mais également que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits, en particulier pour les plus démunis. On peut aussi, on va mettre en place des comités d'usage des lignes de transport en commun par bassin de vie. On veut, sur les projets urbains, créer aussi des dispositifs qui peuvent être soit des jurys, soit quelque chose de plus ouvert pour concerter avec les habitants. Et nous aurons sur ce sujet des réussites et puis parfois des échecs, parce que la concertation, ce n'est pas simple, mais c'est important. Il y aura aussi un rôle important des maires, des territoires, qui sont souvent des personnes relais essentielles pour la connaissance de leur commune. Et puis, on veut réfléchir à renforcer le rôle du Conseil de développement de la métropole de Lyon pour l'ouvrir plus sur les citoyens. Et à nouveau sur ce sujet, nous sommes preneurs de toutes les idées. On va avancer au fil de l'eau sur la concertation, mais il faut arriver vraiment à passer à quelque chose de beaucoup plus impliquant pour les citoyens. Merci beaucoup. C'est la parfaite transition sur la dernière question qu'on voulait vous poser, qui fait référence à la conférence territoriale de la transformation écologique et sociale. La crise que nous vivons appelle à repenser collectivement notre mode de développement pour favoriser la résilience de notre société et nous prémunir de prochaines crises, en particulier climatiques, et ceci à tous les niveaux, européens, national et territorial. Cette réflexion collective doit impliquer les acteurs politiques, la société civile organisée et les citoyens, et s'appuyer sur des échanges et des interpellations approfondies entre les citoyens et leurs élus. Êtes-vous d'accord pour organiser, dès la rentrée de septembre, à l'échelon de la métropole, une conférence territoriale de la transformation écologique et sociale, réunissant tous ces acteurs, s'appuyant sur une méthodologie précise et débouchant sur des projets et des actions politiques apportant des réponses à ce que la crise sanitaire nous a appris? Alors, vous savez, là, on est en train la Convention pour le climat au niveau national est en train de finir ses travaux. Si dans votre question sur tous les objectifs cités, nous les partageons, ce n'est plus le temps du débat. Il faut agir maintenant parce que les constats, on les connaît et les solutions, on les connaît aussi pour la transition écologique de la justice sociale. Et donc, les solutions, c'est le projet qu'on porte. Donc, nous, notre urgence, c'est d'appliquer ces solutions. Dès le mois de juillet, si nous sommes aux manettes de la métropole, on fera de la concertation permanente, mais on ne va pas refaire 6 mois, 1 an de concertation alors que les solutions, elles sont connues. Vous les connaissez, nous les connaissons.
C'est une question de volonté politique et il faut les appliquer. Naturellement, il faudra qu'elles soient comprises par le monde économique, par les citoyens, par le monde associatif, et donc il faut un échange permanent. Ça n'empêche pas que quand l'objectif est clair, quand on sait ce qu'il faut faire, il faut y aller. Et nous avons trop entendu sur ces sujets depuis des années. Et si les écologistes sont aux manettes, ici à la métropole de Lyon, à la ville de Lyon et dans de nombreuses communes en France, c'est pour agir maintenant. Merci beaucoup. Sachant qu'il nous reste un petit peu de temps, est-ce que vous souhaitez soit revenir sur ou approfondir une question qui a été posée ou rajouter, faire un ajout ou avoir une expression par rapport aux différentes thématiques? Je souhaite, on a abordé un certain nombre de thématiques, essentiellement autour du social et puis des déplacements. La métropole a beaucoup d'autres sujets et compétences. Et je souhaite simplement rappeler que c'est la première fois qu'on vote. On a la chance en France, on est les seuls à pouvoir voter directement pour tous ces projets d'agglomération qui sont essentiels pour notre quotidien. Et donc, simplement, j'invite tous ceux qui vous suivent, des plus jeunes aux plus âgés, à voter le 28 juin, à venir s'exprimer. C'est vraiment leur quotidien et la métropole a une influence énorme et on peut changer beaucoup de choses. Donc, le 28 juin, venez voter. Merci beaucoup pour ces mots. Si vous ne souhaitez pas rajouter quelque chose, je pense que de notre côté, on va pouvoir conclure. Et merci beaucoup en tout cas pour avoir rendez-vous peut-être. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez pris pour répondre à nos questions. C'est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir ouvrir un dialogue avec les futurs élus de la métropole et à l'issue du 28 juin, on verra du coup qui sera le prochain. Enfin, on verra quel parti dirigera la métropole de Lyon. Donc nous, de notre côté, on formulera seulement une dernière demande. Ça sera que dès la rentrée de septembre, on aimerait justement pouvoir rencontrer le prochain président de la métropole et pouvoir échanger justement sur notre vision et voir comment est-ce qu'on peut construire ensemble des politiques publiques qui aillent dans le sens de toutes et de tous. Si jamais c'est moi le prochain président de la métropole, je vous recevrai avec plaisir au mois de septembre. En tous les cas, nous prenons note de cette proposition. On vous remercie pour votre contribution. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on souhaite indiquer à ceux qui nous suivent là actuellement qu'on peut se retrouver. Vous pouvez nous retrouver à 19h pour l'audition du prochain candidat, Monsieur François-Noël Buffet. Et on a d'ailleurs dû mettre le lien sur le chat. On va le faire, pardon. En tous les cas, bonne fin de journée, Monsieur Bernard, et on vous souhaite bonne continuation. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.